Momo est donc avec nous. Tu as collaboré et écrit comment regarder un match de foot. Là, aux éditions Solar, la nouvelle version, j'ai envie de dire, c'est comment gagner un match de foot. Finalement, moi, j'ai l'impression qu'avec ces deux livres, tu as voulu faire passer, ou vous avez voulu faire passer un message, c'est que le foot peut être intellectualisé un petit peu comme en Amérique du Sud, quoi. Enfin, Mm. C'est pas nécessairement l'ambition qu'on avait. Et en plus, alors en Amérique du Sud, il est même romantisé. Et c'est beaucoup de poésie, même en plus, avec à la fois enfin, de la poésie pure et dure, et puis aussi des chansons et des choses comme ça. Donc c'est pas forcément l'objectif de l'intellectualiser. C'était plus, en tout cas le premier pour comment regarder un match de foot, ça concrétisait un petit peu des thématiques sur lesquelles on travaillait depuis 4-5 ans sur les cahiers du foot, d'écrire et d'essayer d'analyser le jeu et la manière dont il est joué, la manière dont il est pensé aussi par les coachs et les différentes personnalités, pour essayer de présenter une sorte d'état des lieux un petit peu des différentes approches du jeu sur toutes les phases. Et en effet, après, bon, comme on regarde un match de foot, le titre était un petit peu aguicheur, on va dire, mais pour essayer de d'éduquer en quelque sorte ou de faire une première entrée pour les plus profanes. Et là, sur comment gagner un match de foot, on est sur vraiment plus dur, du très concret sur des thématiques de la performance. Donc ça va à la fois des méthodes de recrutement, des méthodes d'analyse, de préparation des matchs, puis aussi à ce qui peut se passer concrètement sur le terrain. Donc après, c'est vrai que c'est sûr que c'est de la réflexion sur le jeu et sur le foot qui essaie d'aller un petit peu en profondeur à ce niveau-là, mais on n'a pas cette prétention-là d'intellectualiser en tout cas. en tout cas, si vous intellectualisez pas, c'est très très bien écrit et on apprend beaucoup de trucs. Et enfin moi en tout cas, j'ai appris beaucoup de trucs. Et notamment la réflexion globale sur le football. Donc il y a, je crois, 25 ou 26 thématiques. Notamment une qui m'a beaucoup plu, c'est comment créer une culture club. C'est-à-dire comment on crée une culture club et comment on choisit finalement son entraîneur. Vous citez l'exemple de Klopp à Liverpool, l'homme normal dans, dans un club qui se veut simple et familial. Et le contre-exemple, là où ça marche pas, c'est par exemple Fabio Capello au Real Madrid qui est champion, mais qui est trop pragmatique. Donc, en fait, il faut pour trouver l'entraîneur parfait, c'est trouver la bonne personne plus que le bon entraîneur. Alors, disons que c'est sûr que l'entraîneur cristallise beaucoup d'enjeux pour un club parce que c'est à la fois le visage du club pour le grand public. Il va incarner le club pendant la durée de son contrat. Il va être un petit peu l'incarnation de la communication aussi du club parce que personne dans un club ne communique autant vers l'extérieur qu'un entraîneur avec le rythme des conférences de presse d'avant-match, d'après-match, etc. Et il va à la fois aussi impulser une dynamique à la fois de performance au niveau de au niveau sportif, même si maintenant ils sont chapeautés par des directeurs sportifs. Le manager reste généralement, en tout cas l'entraîneur reste la figure motrice au quotidien. Le directeur sportif est plus sur des enjeux à moyen long terme. Et après, l'entraîneur va aussi déterminer et donner une identité de jeu à son équipe. Et donc, en effet, l'exemple de Jürgen Klopp est très intéressant parce que ça nous semblait être finalement l'exemple parfait du choix idéal, en fait. C'est-à-dire que Jürgen Klopp, en effet, il a ce côté populaire, il est très simple et proche des gens qu'il avait en Allemagne, il allait boire des bières avec les supporters, etc. Il était extrêmement, c'est un entraîneur très, très humain et ça correspondait très bien avec l'identité, l'histoire, la culture de Liverpool. Mais il a aussi, d'ailleurs, c'est là aussi que c'est fort, c'est qu'en effet, en termes de communication, il est extrêmement fort, extrêmement bon, il reste extrêmement simple, et extrêmement, voilà, oui, on va dire sympa, même si des fois il a des moments un peu plus d'énervement, mais voilà, il protège la marque Liverpool aussi, c'est-à-dire qu'il donne une bonne image du club de cette manière-là, et puis en plus, en termes d'identité de jeu, ce qu'il met sur le terrain à travers son équipe, déjà son équipe représente lui, il le représente bien et applique bien ses idées, mais c'est aussi là aussi en concordance parfaite avec ce que représente Liverpool et l'histoire de Liverpool. C'est un club où il faut faire des efforts, mettre de l'intensité, parce que voilà, c'est une ville qui a un passé ouvrier, un passé un petit peu de classe populaire où on connaît la valeur de l'effort, la valeur du travail. Et voilà, toutes ces choses-là, on les retrouve sur le terrain. Alors c'est pas parfois un peu simpliste, un petit peu caricatural. Il n'y a pas que ça évidemment, mais pour ces différentes dimensions, en tout cas, c'est le bon exemple de comment réussir à choisir le bon entraîneur à la fois pour ce qu'il va incarner hors du terrain et à la fois pour l'identité qu'il va développer sur le terrain, pour que tout ça soit en symbiose avec ce que représente le club, et donc voilà, la culture du club.
Et puis l'entraîneur, justement, enfin, c'est un thème qui est très très récurrent. Mais derrière un bon entraîneur, il y a souvent, on va dire, comme tu le disais, un bon directeur sportif. Vous avez des chiffres assez impressionnants dans le livre avec la data, les statistiques, etc. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très très standardisé. Recruter ces joueurs. Alors, moi, j'ai envie de poser la question sous un angle différent. Comment est-ce qu'on peut se tromper aujourd'hui sur un joueur? Rien n'est encore certain. Enfin, disons que le côté aléatoire, l'incertitude, on a beau essayer de la réduire autant que possible. C'est ce qui est recherché finalement par toutes les méthodologies qui sont mises en place, par les technologies qui sont adoptées, par l'utilisation des data de la vidéo, par du scouting extrêmement intensif, par exemple, si on est sur le recrutement. Voilà, on a beau chercher à réduire l'incertitude au maximum, à essayer de dresser des portraits psychologiques des joueurs pour essayer de voir les associations optimales, essayer de voir comment on peut individualiser aussi l'approche pour chaque joueur pour que ça corresponde vraiment à chaque personnalité. Il y aura toujours des éléments qui échapperont au contrôle. Il y a plein de choses d'incertitude. Déjà, la première incertitude, c'est le potentiel d'un joueur. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui ce sur quoi se cassent encore les dents les scouts, c'est d'essayer de projeter le niveau futur d'un joueur dans ce qu'il est aujourd'hui. Et chez les jeunes, c'est extrêmement compliqué. Parce qu'il y a plein de facteurs qui vont faire qu'un jeune joueur sera bon à 14 ans et qu'il ne sera peut-être plus à 19 ans. Il y a plein d'éléments parasites aussi qui peuvent influer. Et voilà, il y a tous ces éléments qui font que le foot reste une science mi-exacte. Alors voilà, avec tous les algorithmes, l'intelligence artificielle, il y a beaucoup d'expertise qui s'ajoute maintenant dans les clubs pour essayer de la rendre de plus en plus exacte possible et de développer des modèles prédictifs, justement, pour essayer d'imaginer comment un attaquant du championnat néerlandais ou du championnat suisse pourrait s'adapter en Ligue 1. Est-ce que c'est le bon contexte de jeu pour lui, etc. On essaie vraiment de rationaliser, d'objectiver plein d'éléments pour être sur la prédiction, plus seulement de la description dans les modèles statistiques notamment. Mais voilà, on n'y est pas encore. Et je pense qu'on a encore un bon chemin avant d'y arriver. Personne n'a encore trouvé la formule magique en tout cas. Oui, puis c'est vrai que dans l'esprit commun des gens, peut-être que ça vient aussi du fait que le football se soit vraiment beaucoup démocratisé, même avec les simulations d'entraîneurs. On a dans l'esprit commun, ce qui revient souvent, c'est qu'on dit qu'un entraîneur choisit un joueur, alors que en fait, il demande juste un profil au directeur sportif, et puis après, c'est le directeur sportif qui doit gérer, quoi. Ça dépend du fonctionnement des clubs. Il y a encore certains clubs où l'entraîneur est une figure omnipotente et omniprésente et omnisciente, on va dire, qui s'occupe de vraiment plein d'aspects, même si c'est de plus en plus rare, justement, parce que les limites de ce modèle sont devenues assez évidentes. C'est-à-dire que il y a que 24 heures dans une journée, il y a que 7 jours dans une semaine pour pouvoir gérer, il faut gérer à la fois le mercato, à la fois tout ce qui est scouting, à la fois la préparation des séances d'entraînement, à la fois la préparation stratégique du match. Pour un seul homme, c'est un peu compliqué. Si on pense en plus encore au-delà de ça, certains entraîneurs s'occupent de la structuration, des infrastructures, des choses comme ça. Voilà, pour un seul homme, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui travaillent dans le département sportif d'un club. Alors ça vaut pour le staff technique aussi, avec des staffs de plus en plus étoffés au contact direct des entraîneurs, mais aussi autour du directeur sportif, en effet, qui est devenu une figure importante, avec différents pôles. Donc il y a par rapport à la question, il y a le pôle recrutement, en effet, où le but c'est d'avoir toute l'année un suivi de différents profils. Alors ça peut être soit défini en amont avec le coach. Certains clubs vont demander au coach quelles sont ses préférences à différents postes et du coup cibler vraiment des joueurs à ce niveau-là. D'autres, comme Monty à Séville, eux ne se fixent aucune limite. Ils veulent être le plus exhaustifs possible sur un maximum de zones géographiques possibles en fonction de leurs moyens humains pour les couvrir. Et comme ça, si jamais il y a des imprévus, ils sont parés quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que si le coach change en milieu de saison et que le suivant n'a pas exactement les mêmes avis, ils ont quand même une base de données de joueurs, des profils suffisamment variés pour y répondre. Donc, mais en effet, il y a toutes ces méthodologies aujourd'hui qui se sont développées pour ne plus avoir à s'appuyer sur un seul homme et pour encore une fois essayer de rationaliser, d'optimiser les prises de décision dans plein de domaines. Ça vaut pour le recrutement, mais ça vaut aussi au quotidien à la préparation stratégique de l'équipe. Il y a pas mal d'entraîneurs maintenant qui délèguent un petit peu la préparation de leurs séances d'entraînement à leurs adjoints. Alors, ils fixent un petit peu les grandes lignes, mais les exercices, etc. peuvent être imaginés et conçus par les adjoints parce que là, il y a tellement d'enjeux pour un coach aujourd'hui dans la préparation de l'équipe, dans le choix de la bonne composition, dans le choix du système tactique, dans l'approche face à un adversaire que aujourd'hui, il y a besoin de cette richesse maintenant de personnes et d'expertise pour se compléter et optimiser les prises de décision.
Ouais, d'autant plus que quand on lit le livre et qu'on regarde ce qu'il y a au niveau du staff, on voit que, bon, évidemment, la nutrition est surveillée, mais également le sommeil, le suivi hormonal, ou même, on a même des responsables au niveau de la sophrologie ou du psy. Ça veut dire, en fait, que c'est vachement varié. Donc, l'entraîneur a encore moins de temps, moins de temps pour s'occuper de tout ça, et on sent vraiment que les staffs s'étoffent. Oui, c'est ça. Mais alors, du coup, l'entraîneur peut vraiment se recentrer. C'est ce que Christophe Galtier à Lille avait souligné de ce qu'il appréciait dans le fonctionnement qui a permis au LOSC de devenir champion de France la saison passée. C'est qu'il pouvait vraiment se concentrer sur le cœur de son métier, l'essence de son métier, qui est la préparation de son équipe pour le match et le bon choix stratégique pour les rencontres du week-end. Avec tous ces exercices maintenant, les joueurs sont accompagnés vraiment de manière holistique sur tous les aspects possibles qui peuvent contribuer à leur performance. Alors en effet, il y a le sommeil, la nutrition, le suivi, la récupération, la prévention des blessures, voilà, il y a plein de choses. Préparation mentale aussi, en plus maintenant aussi des séances individualisées technico-tactiques. Donc voilà, il y a tout, en effet, ces compétences, il y a toutes ces nouvelles professions qui se sont développées et en tout cas qui trouvent une place maintenant au sein des clubs, alors qu'auparavant les clubs étaient plutôt un peu refermés sur eux, un peu fermés, pas forcément très ouverts en tout cas aux nouvelles expertises extérieures. On voit une sorte d'ouverture aujourd'hui qui est très bénéfique pour le foot. Et ça, c'est censé tirer un petit peu tout le monde vers le haut. Et maintenant, voilà, il y a différents pôles. C'est vraiment très structuré. C'est-à-dire que le coach ne va pas superviser le pôle performance, par exemple, il va avoir un responsable performance qui va superviser tout ce qui est préparation athlétique, récupération, médicale, etc. Voilà, il y a différents pôles qui doivent maintenant réussir à cohabiter ensemble de manière fluide et avec une bonne synergie pour tous aller dans le même sens et que le club avance. Et puis, vous parlez également de l'aspect, évidemment, hein, de l'aspect sportif. Moi, j'avais une question vraiment qui me concerne directement au niveau de l'analyse d'après-match. Est-ce que courir 10 km par match, c'est vraiment un indicateur fiable? Parce que vous expliquez que, par exemple, un joueur comme Ndombele, il marche la plupart du temps, mais il compense par un placement impeccable. Donc, c'est vraiment vrai, cette histoire de 10 km par match par joueur pour que la performance soit qualifiée de bonne ou... Pas du tout. Ouais, alors 10 km, on est plus sur une moyenne là, globale dans une équipe. Ceux qui parcourent le plus de distance, qui sont des terrains, ils sont autour de généralement 12 km. Alors après, ça dépend aussi de la mesure de ces données-là, parce qu'il y a beaucoup de disparités entre les différents outils de mesure. Certains n'ont pas n'arrivent pas au même chiffre, donc il y a un peu de disparité à ce niveau-là, mais je pense que personne ne dira aujourd'hui que parce qu'un joueur a couru 10 km, il a forcément un km. L'important, c'est évidemment de toujours contextualiser ces données-là. Et d'ailleurs, alors, beaucoup dans les clubs prêtent un peu plus d'attention aux données d'intensité, donc tout ce qui est course à haute intensité, nombre de sprints, durée des courses à haute intensité, distance parcourue à haute intensité, parce que voilà, c'est l'intensité un petit peu le mot-clé du football de 2021, et donc tout ce qui permet de mesurer cet élément-là et un peu plus observé attentivement. Mais après, il y a plein d'autres indicateurs. En fait, tout dépend des clubs et des coachs. L'idée, c'est généralement qu'un coach détermine avec sa cellule d'analyse des indicateurs clés de performance qui, selon lui, vont déterminer en quelque sorte si la performance d'une équipe a été bonne. Et c'est ces indicateurs-là qui vont être particulièrement ciblés. Certains clubs mettent en place même leurs propres indicateurs qui peuvent mélanger différentes choses pour essayer d'analyser la performance. Donc, s'arrêter simplement aux distances parcourues, je pense que personne ne le fait parce que ça ne révèle pas grand-chose finalement, sorti de son contexte. Donc, ouais, il y a aussi, faut aussi réussir à lire en fait toutes ces données, etc. Et c'est ça qui est un peu, qui doit être un peu difficile. Il y a maintenant aussi pour toutes ces données, dans les nouveaux métiers qui arrivent, il y a les data analysts, les data scientists aussi pour mettre en place les protocoles par rapport aux données, mais les data analysts qui sont chargés, eux, de plonger dans les données et d'en ressortir du sens au final. Parce que la donnée, comme plein d'autres éléments, est une information, alors comme une autre ou non, mais qui est censée être objective en tout cas, mais elle ne dit rien en elle-même. C'est-à-dire qu'elle dépend beaucoup de son contexte, il faut réussir à l'objectiver aussi. Et à partir de cette information, il faut en tirer un savoir qui soit applicable concrètement sur le terrain, qui puisse avoir vraiment des effets et qui, en plus, permettent de guider la prise de décision vers des choix optimaux, en tout cas de rationaliser la prise de décision en mettant des raisons vraiment objectives et claires
la dicter pour ne pas prendre une décision sous le coup de l'émotion ou sous le coup d'a priori ou de préconception, quoi. Et puis, et pour en revenir au sportif à 100% et à la tactique, par exemple, c'est vraiment, franchement, c'est hyper détaillé parce qu'il y a, voilà, il y a la thématique construire depuis l'arrière, battre un pressing haut, attaquer un bloc bas, le contre-pressing, etc. Moi, j'avais une question. Comment est-ce que tu fais? Parce que le week-end dernier, Servette a joué contre le FC Sion, qui était un bloc bas, justement. Comment tu fais pour gagner face à un bloc bas? Ça, c'est la grande question. Beaucoup d'entraîneurs disent que c'est la chose la plus difficile aujourd'hui pour une équipe, c'est en effet de réussir à trouver la solution. Alors, c'est un bloc bas. Il y a Adrien Casanova dans le livre qui apporte quelques éléments de réponse, lui qui aime bien tout ce qui est jeu de position. On a aussi un petit peu d'Olivier Dalloglio qui explique comment on construit depuis l'arrière. C'est l'idée de ces masterclass tactiques de donner la parole à des entraîneurs pour qu'ils entrent vraiment dans le détail des différentes phases de jeu, les différentes approches, le pressing, la défense en zone, le contre-pressing, mener une contre-attaque et en effet attaquer un bloc bas. Alors, pour attaquer un bloc bas, il y a plein de choses, il y a plein d'éléments. Déjà, c'est une œuvre collective, forcément, parce que, sauf à avoir une individualité vraiment au-dessus du lot qui peut faire la différence. Il y a beaucoup d'importance de placement vraiment rationnel, c'est de l'occupation des espaces, de fixation pour mobiliser un défenseur pour libérer un coéquipier. Il y a des courses qui doivent être complémentaires avec un appel en profondeur qui peut soit libérer l'espace entre les lignes, soit s'il est moins bien suivi, réussir à trouver un peu d'espace. Il y a l'exploitation de la largeur. Voilà, il y a plein d'éléments. C'est vrai que c'est un gros défi parce que c'est ce qui nécessite finalement la réponse collective la plus forte de la part de l'adversaire. Parce que face à un bloc bas finalement met au défi l'adversaire de trouver des réponses surtout collectives parce que l'individu il va se heurter généralement à la densité défensive adverse, un sous-nombre. Voilà, avec moins d'espace à exploiter, l'individualité est peut-être un peu plus facilement neutralisable si elle joue seule. Et donc ce sont en effet généralement les équipes qui sont les mieux préparées collectivement qui s'en sortent le mieux face à des blocs bas. Et puis dans votre livre, il y a également il y a des petits passages qui me plaisent énormément, genre comment gagner un match en foot en salle et comment gagner quand on est nul. Et là, je trouve, parce que je m'y retrouve un petit peu aussi dedans. Vous dites la vraie victoire quand on est nul est de dépasser ce stade, la condescendance générale pour créer des complicités avec ses partenaires, rester sobre et donner l'impression qu'on remplit un vide au point que personne ne pense à votre niveau réel. J'ai beaucoup aimé, franchement. Ouais, cette partie-là, c'est pas moi qui l'ai écrite, je crois que c'est Christophe qui l'a écrite en pensant très fort. L'un des autres co-auteurs dont on ne citera pas le nom. Mais oui, bon, c'était un petit pas de côté, un petit moment un peu plus second degré dans le livre. Ça ressemble un peu à ce qu'on avait fait dans Comment regarder un match de foot aussi. On avait évoqué la tactique au baby-foot, par exemple, c'était Gilles Buin qui s'y était collé, c'était très bien écrit à ce moment-là. Mais oui, c'est vrai qu'il y a un enjeu aussi parce qu'au final, gagner ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Et quel que soit son niveau, on peut toujours trouver des motifs de satisfaction quand on joue au foot. Voilà, donc comment gagner un match de foot, c'est aux éditions Solar. Et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Et, pas de soucis, c'est ça. Et à très vite, peut-être dans un nouvel ouvrage, on ne sait pas. Oui, on va y réfléchir en tout cas. Et merci en tout cas pour l'invitation et pour avoir parlé du livre.